En 1995, l'un des plus gros succès du magazine Weekly Shonen Jump prit fin. Un manga énormément populaire qui, sans le vouloir, avait créé sa révolution dans le genre le plus apprécié du manga, et qui a encouragé énormément de jeunes lecteurs, inspirés par ce dernier, à devenir eux aussi auteurs. Ce manga était Dragon Ball. Et là où son créateur, Akira Toriyama, devait être heureux de pouvoir enfin se reposer, Shueisha avait du souci à se faire. En perdant leur plus gros succès à ce jour, suivi de l'arrêt d'un autre de leurs best-sellers, et en voyant les ventes du magazine chuter, ils étaient obligés de trouver une nouvelle série qui serait capable de prendre la relève. Mais qu'est-ce qui pouvait être mieux que de trouver un nouveau manga phare pour le magazine? C'est simple, en trouver plusieurs. C'est ainsi qu'au cours des années qui ont suivi, 3 nouveaux Neketsu ont vu le jour dans le Jump, ces 3 mangas qui sont rapidement devenus des références pour les nouveaux lecteurs. Non chronologiquement, il y a eu Naruto, duquel vous devez connaître mon avis, One Piece, qu'il faudra vraiment que j'aborde un jour, et le plus jeune des 3 qui a toujours été le moins populaire et qui est le sujet de cette vidéo, Bleach. Ce manga qui initialement ne devait même pas voir le jour, Shueisha ne voulant pas le publier, mais qui a finalement eu sa chance grâce à Toriyama qui a soutenu l'auteur, Tite Kubo, auprès des éditeurs. Anecdote qui appuie donc ce côté héritage. Sorti en 2001 et terminé récemment, ce manga a connu des hauts et des bas à tous les niveaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'intégralité de ce manga qui possède une place dans le top 20 des mangas les plus vendus au monde. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Bleach. Bleach est donc un manga de Tite Kubo terminé après 74 tomes et... Bon, vous l'avez compris, le but de cette vidéo ne sera pas de vous présenter le manga pour vous le conseiller ou non, étant donné que vu sa popularité, ce serait assez inutile, mais plutôt de voir ce que Bleach nous a laissé après toutes ces années. C'est pour cela que je vous préviens tout de suite, je ne vais pas me gêner pour spoiler le manga, alors si tu ne l'as pas fini et que tu comptes le finir ou le commencer, et que cela te gêne, ne regarde pas cette vidéo. Par contre, tu peux la partager. Instant putaclic, ok. Mais avant toute chose et pour ceux qui ne se rappellent pas, résumons l'histoire. Bleach, c'est l'histoire d'Ichigo Kurosaki, un lycéen assez bagarreur vivant avec son père et ses 2 sœurs, qui a le pouvoir de voir et toucher les esprits errants. Un jour, il rencontre Rukia Kuchiki, une Shinigami. Les Shinigami sont des êtres vivant dans le monde des âmes, appelés Soul Society, qui ont pour but de guider les esprits n'ayant pas atteint l'au-delà avant qu'ils ne deviennent des holos, des créatures se nourrissant des âmes humaines. Auquel cas, ils doivent affronter ces holos pour libérer les esprits s'étant transformés. Rukia était à la recherche d'un de ces holos quand elle rencontra Ichigo, ce holo qui la vaincra. Pour sauver sa famille en danger, Ichigo accepta de se faire transpercer par le Zanpakuto de Rukia, son sabre en gros, afin de pouvoir devenir lui aussi Shinigami et les protéger. Cependant après cela, Rukia perdit ses pouvoirs et fut contrainte de rester dans le monde physique aidant Ichigo à remplir son rôle. Voici comment Bleach a démarré, et ce n'était pas étonnant de voir autant de personnes s'intéresser à ce manga. Alors que comme shonen de baston, les lecteurs du Jump pouvaient lire One Piece depuis 4 ans et Naruto depuis 2 ans, Bleach avait une certaine fraîcheur que les 2 autres n'avaient pas. Première chose évidente, Bleach, non comme ses 2 aînés, se passe dans notre monde. Le manga démarre comme un slice of life, school life assez classique, ce qui d'une part permettait une certaine identification, et d'autre part permettait à Kubo de jouer avec l'humour quotidien que l'on peut avoir qu'avec des lycéens de notre monde. Autre point qui rendait Bleach différent des shonen de ce genre, Ichigo n'a pas d'objectif. Il ne veut pas devenir seigneur des pirates, il ne veut pas devenir Hokage, il ne veut pas trouver les Dragon Ball. Non, c'est un garçon qui vit sa vie au jour le jour, comme tous les autres. À l'exception qu'il soit roux. Donc sale. Blague vaseuse et facile sur les roues, ok. Tiens d'ailleurs, je ne vous préviens que maintenant, mais je vais souvent comparer Bleach à d'autres mangas du même genre. Et pas que. Attends 2 minutes. Il me semble que dans une de tes anciennes vidéos, tu étais arrivé à la conclusion que comparer les œuvres entre elles était débile. Oui, mais non. Je trouve cela stupide quand l'intérêt est inexistant, comme dire quel est le meilleur entre les 2 animés FMA qui a comme seul but une compétition de qui a la plus grosse entre les fans. Par contre dans ce cas, si je le compare à d'autres mangas, ce sera pour appuyer mes propos en utilisant des exemples concrets pour que vous puissiez mieux comprendre. Et, tu m'écoutes? Référence à une ancienne vidéo pour donner envie de la voir, ok. Bref, sur ces premiers tomes, Bleach démarrait avec une bonne base. Des combats cool, de nombreux types de pouvoirs, du drame et de l'humour bien géré, des personnages variés et assez hauts en couleur, un bon moyen d'introduire l'univers. Cependant, à force de répéter la même formule, on aurait fini par se lasser, donc avant que cela n'arrive, Kubo a commencé à mettre en place un vrai scénario. A partir de ça, le manga s'est divisé en 4 arcs. L'arc Soul Society, l'arc Arrancar, l'arc Fullbringer et l'arc Quincy. Et c'est à partir de ces 4 arcs que Bleach a souvent fait débat. Là où par exemple pour Naruto, les débats qui revenaient le plus étaient c'est bien jusqu'à la fin contre ça s'est cassé la gueule au milieu de Shippuden, les débats entre les fans de Bleach ressemblaient plutôt à... Bleach, c'est excellent, y a pas besoin de tortiller là-dessus, c'est clair et net. Ouais, enfin, si tu parles pas de ce qui s'est passé après la bataille contre Aizen, quoi. Mais arrêtez, il était moisi cet arc. Ah, je ne te permets pas, il était bien meilleur que l'arc Soul Society. T'es obligé de le reconnaître.
Ah, le manga était quand même excellent à l'arc Quincy. Attendez, il y a vraiment des gens qui trouvent que l'arc Quincy est bon. Bien sûr, il montre ce que c'est qu'un scénario tenu de bout en bout. Putain, mais comment vous pouvez dire des conneries pareilles? Autant l'arc Soul Society, Alors, je peux l'accepter. non, tu ne Autant parles pas. tout ce qui Tu vient arrêtes après, de parler. Defend Non, Aizen, et puis je veux dire, de là, toute façon, là, tout le là, monde sait je qu'après ne Aizen, t'entends pas, tu Bleach dis c'est de la la merde. merde. Et tu veux que je te dise, même depuis Autant le Soul début, mais Society, que toi, d'accord, il y a des je comédiens l'accepte. qui sont là, Je vous ne veux pas Autant t'entendre. Defend Je Aizen, ne c'est veux pas pas inutile. t'entendre. Tu ne me dire à m'intéresses partir pas. du 7ème tome, tu les vois même plus, c'est juste pour dire, ah Oh, regarde, mon dans le Dieu, tome tu français, on les m'énerves, voit tu plus, m'énerves, c'est quand même. Pas t'entendre. Non mais c'est Insupportable. Perso, je continue à penser que l'arc Full Brigger était de loin le plus abouti. Quoi? Quoi? Écoute-moi bien, de toute façon, toi, t'as jamais raison, t'es qu'une toute petite merde. Et puis tu sais quoi, de toute façon, moi hier soir, j'ai vu ta mère et je peux te dire qu'elle m'a... Ouais, voilà le genre de débat qu'on pouvait observer chez les fans. L'arc Fullbringer le plus abouti? Moi non plus, j'ai pas compris. Donc nous allons revenir sur chacun de ces arcs en voyant ce que chacun a pu apporter, et nous allons commencer par le premier, l'arc Soul Society. Cet arc se passe après que Rukia fut condamné par la juridiction de Soul Society pour avoir disparu. Ichigo, qui dut s'entraîner pour récupérer les pouvoirs que lui retira Byakuya, le frère de Rukia quand il est venu la chercher dans le monde réel, part alors avec son groupe d'amis secourir Rukia. Cet arc est génial. Je crois que s'il y a un arc qui est capable de mettre tout le monde d'accord, c'est celui-ci. Cet arc permet un premier vrai développement de l'univers, en nous introduisant à Soul Society, un autre monde qui a ses lois, son histoire, son armée, introduisant ainsi énormément de nouveaux personnages. Et cela devait être ça que je préférais dans cet arc quand je le lisais plus jeune, les personnages. Le vrai tour de force avec ceux-ci, c'est qu'ils arrivent tous à nous être introduits non pas en dehors, mais dans l'histoire. Comment ça, c'est pas clair? Bah comparons la chose avec One Piece. Quand au début du manga, on nous introduit à l'ordre des 7 capitaines corsaires, ou plus tard aux 4 empereurs ou aux 11 supernovas, le manga fait des pauses pour expliquer leur intérêt, leur construction et les relations entre leurs membres. A contrario, Bleach arrive à introduire d'un coup un grand nombre de personnages, à savoir 13 capitaines, leurs vice-capitaines correspondants, 2 simples soldats, tout cela en nous racontant l'histoire du sauvetage de Rukia, mais en même temps en la reliant à une sous-intrigue de conflit interne au sein même de cette armée que l'on découvre. Le manga introduit et développe alors les personnages qui se révèlent utiles à l'histoire et à la compréhension du lecteur au bon moment, sans jamais stopper ses narrations et sans jamais le perdre. De plus, à partir du moment où on nous les a présentés, on les voit interagir entre eux, ce qui nous permet de découvrir les différentes relations entre chacun. On a cela au milieu d'un scénar bien fichu et riche en rebondissements et en excellent combat contre cette palette de personnages variés. Que ce soit Renji ou Ikkaku, les adversaires qui finissent par devenir de bons potes, Zaraki, le fou de combat, Byakuya, le noble ne suivant que ses principes, Mayuri, le savant fou sadique, Shinsui qui fait exploser le compteur charisme à tous les niveaux dans son combat contre Chad. La liste est encore longue, mais vous avez compris l'idée. Cependant, les mauvaises langues qui n'ont jamais lu le manga me diront qu'introduire autant de personnages à la fois ne peut aboutir qu'à un mal, parce qu'il est absolument impossible de pouvoir tous les développer en même temps, surtout quand on voit le nombre de relations qu'il peut y avoir entre chacun d'entre eux. Et à cela je répondrai oui, mais on s'en fiche, ce n'est pas l'intérêt. Avec cet arc, Kubo fait une chose que d'autres auteurs de shonen ont souvent beaucoup de mal à faire. Il nous montre que son univers a du vécu. On n'a pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans Soul Society avant qu'on ne la découvre. On n'a pas besoin de voir chacun des membres de l'armée des 13 divisions évoluer. On n'a pas besoin de voir se créer plus de relations que ce qu'on a déjà. Parce que tout ça a déjà été fait et n'a pas d'intérêt à être raconté. Ainsi, on sent que le manga a son histoire dans l'histoire, qu'il n'a pas eu besoin d'attendre Ichigo pour exister, et que le lecteur n'a pas besoin de tout connaître pour pouvoir profiter de ce que le mangaka veut lui raconter. Tiens, on va en profiter pour aborder une notion importante pour un auteur s'il veut réussir à bien raconter une histoire quelle qu'elle soit et qui est bien mise en avant dans Bleach. S'il veut réussir à bien développer son récit, il y a 2 éléments importants que son auteur doit prendre en compte. Ce qu'il doit montrer à son public et ce qu'il ne doit pas lui montrer. Au cas où vous ne comprenez pas, laissez-moi prendre des exemples que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder. Dans la première saga Albator, Tadashi rejoint le bateau d'Airlock qui vogue depuis des années dans l'espace. Tout au long de l'histoire, des éléments sur son passé sont mentionnés, cependant ceux-ci ne sont jamais décrits explicitement. Le fait de laisser le lecteur dans l'ombre à ce sujet lui montre qu'Albator est un homme qui a vécu énormément de choses, qui l'ont marqué, qui l'ont changé, qu'il a souffert, que sa misanthropie et sa philanthropie qui s'opposent dans le manga et l'anime sont nées à partir de son expérience, et qu'on ne pourra jamais totalement le comprendre. Dans Aibane Renmei, l'univers comme le passé des personnages avant le début de l'histoire reste flou tout au long de l'anime pour au final ne pas donner les éléments qui permettraient au public de comprendre. Cependant, c'est dû au fait que cette série est une œuvre à interprétation, dont son créateur lui-même ne connaît pas les aboutissements. Pourtant, il laisse plusieurs signes symboliques pour que quiconque puisse interpréter le message qu'il veut. Aucun n'est bon, aucun n'est mauvais, chacun peut le prendre comme il souhaite. Dans ces 2 cas, les auteurs ont volontairement masqué des éléments dans un intérêt précis. Dans Bleach, Kubo va souvent laisser des flous dans son univers ou dans l'histoire des personnages pour montrer que son manga est plus vaste que ce que l'on découvre en suivant Ichigo. Il ne met en avant que ce qu'il faut pour que nous, lecteurs qui suivons son récit, puissions comprendre cette petite partie de l'histoire avec un grand H de Bleach.
Cet arc permet également un nouveau développement des personnages que nous suivions jusque-là qui va de pair avec ceux que nous découvrons. Déjà Ichigo, dont la relation qu'il entretient avec Zangetsu devient plus complexe et qui va continuer à se développer dans l'arc suivant. Renji qui va arrêter de se soumettre et se battre contre ce qu'il trouve injuste. Byakuya qui grâce à sa défaite va progressivement s'ouvrir à sa sœur. Oryu qui va voir son point de vue vis-à-vis des Shinigami changer. Entre tout ça, Kubo se permet de glisser quelques éléments qui pourraient passer inaperçus mais qu'il développera dans l'arc suivant. Après c'est vrai que le tout n'est pas parfait et qu'on peut se poser des questions vis-à-vis de la cohérence de l'univers. Comme comment Orihime et Oryu ont pu voler des vêtements de Shinigami quand il est dit quelques tomes plus tôt qu'ils sont liés à leur porteur. Ou alors pourquoi des corps spirituels disparaissent quasi instantanément alors que d'autres peuvent rester plusieurs jours sans aucune dislocation. Mais ce n'est rien de vraiment gênant. Enfin, ce qui rend cet arc vraiment excellent, c'est sa conclusion assez fourbe et cynique. A la fin, l'armée des 13 divisions de Soul Society devient un soutien pour Ichigo, des alliés, alors que jusqu'ici, on a appris à les détester. Petit rappel de qui sont ses membres. Un homme qui n'a comme unique rêve de pouvoir trancher tout ce qui se trouve sur son chemin, un type qui aveuglé par sa foi en une personne était prêt à détruire tout ce qui se trouvait autour de lui pour arrêter un adversaire, un psychopathe qui fait de ses hommes des bombes humaines, tout cela dirigé par un vieux qui aurait tué ses plus fidèles disciples car il obéit sans se poser de questions. Même s'ils n'ont pas tous un mauvais fond et qu'ils sont un peu attachants, ce ne sont pas les personnes les plus dignes de confiance. La raison pour laquelle on a l'impression que ces personnages qui nous semblaient détestables pour la plupart nous sont devenus plus sympathiques, c'est parce qu'on nous a présenté un personnage encore plus horrible. Et avec cela, Bleach a gagné un nouveau niveau de lecture. Ichigo et ses amis qui s'opposaient en permanence à un groupe en apparence malfaisante qu'on pouvait qualifier de méchant, mais dont les membres ont eux-mêmes des tensions en leur sein, finissent à cause de l'influence générale par considérer Aizen comme leur seul véritable ennemi. Ça ne leur pose plus de problème de devenir alliés avec les membres de cette organisation pleine de failles et dont certains membres arrivent à être moins dignes de confiance que nombre de leurs précédents adversaires. Ichigo et ses amis sont des enfants, à la vision réduite entre gentils et méchants, même si certains d'entre eux gardent néanmoins un peu d'esprit critique. C'est appuyé à plusieurs moments dans l'arc. Le fait qu'ils se fassent embrigader par un conflit qui les dépasse, forcé de rejoindre pas ceux qu'ils arrivent à convaincre, mais ceux qui les écoutent. Kishigo n'a absolument aucun problème à parler avec tous les capitaines une fois qu'il les porte dans son camp, qu'il ne s'oppose jamais à eux comme un égal mis à part au moment des conflits, ce que font les capitaines entre eux jusqu'à la fin du manga. Ichigo est un enfant au milieu d'adultes, un enfant ayant une vision simple des gens et étant encore manipulable par ces adultes qui peuvent profiter de sa naïveté. Mais vous devez penser que je pars trop loin et que je surinterprète des éléments de l'arc. Ok. Alors question, grâce à qui le groupe d'Ichigo a pu accomplir tout ce qu'il a accompli dans cet arc? Grâce à qui a-t-il retrouvé ses pouvoirs? Urahara. Qui les a utilisés à ses fins personnelles et qui s'excusera de ses manipulations à leur retour quand ils auront découvert le poteau rose, un autre adulte qui s'est servi de leur naïveté innocente. Mais cela ne s'arrête pas là, et cette thématique va de nombreuses fois revenir jusqu'à la fin du manga. Ainsi conclu, cet arc est bien celui qui a permis à Bleach d'atteindre le plus gros pic de popularité qu'il n'ait jamais connu. Et une fois terminé, on était en droit d'attendre la suite. Aizen, Ishimaru et Tozen s'étant enfuis avec le Hogyoku, le nouvel arc qui se préparait allait raconter l'affrontement d'Ichigo et de Soul Society contre ce nouveau groupe d'ennemis. Et c'est là que les problèmes ont débuté. En effet, la fanbase de Bleach se désolidifia tout au long de cet arc qui selon certains était juste une catastrophe, alors que pour les autres cela rendait le manga encore meilleur. Et pour ceux qui font partie de la deuxième catégorie, sachez une chose. Kubo a avoué que lors des années de sa publication, il s'est souvent embrouillé avec son éditeur car les deux ne voulaient pas orienter le manga dans le même sens, ce qui avait fait du mal à son histoire. Mais cette excuse n'est pas forcément valable car, même si les éditeurs veulent avant tout faire du profit, ils ne veulent pas pour autant détruire tous les mangas à succès comme peuvent le croire certains fans. Parfois, le fait qu'ils demandent des changements peut être bénéfique. Donc analysons ensemble ce second arc, l'arc Arrancar. Cet arc débute avec le retour du groupe dans le monde réel. On nous introduit les personnages des Vizar qui ont le pouvoir de se holomorphiser, mais également un nouveau type de holo plus puissant, les Arrancar, qui, grâce au Hogyoku, ont pu atteindre une forme leur donnant des pouvoirs de Shinigami. Et on va stopper là pour l'instant car il y a des choses sur lesquelles j'aimerais m'arrêter. Premier point, on va revenir sur ce que je disais concernant ce que l'auteur doit montrer et ce qu'il ne doit pas montrer. Au début de cet arc, on apprend que Isshin, le père d'Ichigo, possède lui aussi des pouvoirs de Shinigami. Je dois admettre que quand j'ai lu ça la première fois, j'ai trouvé ça trop cool. Le fait qu'il puisse récupérer ses pouvoirs quand revient Grand Fisher, le holo qui a tué sa femme et que son fils n'a pas pu arrêter, était fort symboliquement. Mais il y a quand même un truc qui cloche. Lors des premiers tomes, il s'est souvent retrouvé à proximité de holo ou de phénomènes surnaturels, et il n'a jamais eu aucune réaction vis-à-vis de tout ça. Il connaît Urahara et Aizen, on aurait pu avoir un petit signe. Je demandais pas forcément à ce qu'on le voit avoir de grandes réflexions sur le sujet, mais ne serait-ce qu'une case qui aurait montré qu'il est concerné par la chose. Cependant, j'ai quand même beaucoup aimé l'idée, et sous-entendre qu'il a un passé commun avec Ryuken, le père de Oryu sans le développer, je trouvais que ça étoffait encore une fois cet univers dont on n'avait pas besoin d'apprendre toutes les origines. Enfin, à ce moment. Mais même si je trouve ce genre d'idée assez bonne, cela n'empêche que de petites incohérences vont se glisser un peu partout dans l'arc.
Genre, comment ça se fait que Ishin et Urahara se posent des questions sur les Vaisar alors qu'Urahara les connaît très bien? Ou pourquoi après le passage de Yami et d'Ulquiorra dans le monde réel, personne ne semble choqué par toutes les morts qu'a pu causer Yami? Mais avant qu'on ne se pose trop de questions, plusieurs membres de Soul Society viennent rejoindre Ichigo et lui expliquent la situation en lui parlant des nouveaux stades d'évolution chez les Holos. Et on touche là à un gros problème de cet arc. L'univers n'est jamais clair, notamment en ce qui concerne les Holos. Pour résumer, les Holos peuvent atteindre des formes supérieures qui les rendent bien plus puissants. Les Jalion, la forme la plus faible, les Adjushas, plus puissants, et les Vastelordés qui seraient capables de vaincre des capitaines de Soul Society. Pour devenir plus puissants et atteindre les stades au-dessus, les Arrancar doivent dévorer d'autres Holos. Aizen, à son arrivée dans le Wekomondo, s'est servi de son Hogyoku pour créer plusieurs de ses Arrancar en leur donnant une numérotation respective en fonction du moment où ils ont été transformés. Il créa ensuite l'Ordre des Espadas, regroupant les Arrancar les plus puissants. Jusque là c'est compréhensible, mais plus on avance, plus on retrouve des problèmes de logique. Genre pourquoi Grimmjow et ses Fractions ont été transformés en Arrancar avant les Fractions de Baragan? Dès son arrivée, Aizen est parti attaquer Las Noches, le château de Baragan qui était roi à l'époque. Donc Baragan devait être l'un des premiers à être transformé en Arrancar. Pourquoi Aizen n'a pas continué sur sa lancée avec ses Fractions avant de transformer le groupe de Grimmjow qui était vagabond à l'époque? Autre question, pourquoi Stark et Lilinette avaient déjà leur forme humaine à leur rencontre avec Aizen, alors que Baragan et Ulquiorra, qui eux aussi sont Vastelordés, ressemblaient bien plus à des Holos? C'est parce que ce sont les plus forts, mais dans ce cas ils n'ont pas eu besoin du Hogyoku? Ah oui, et je vous dis que Stark, Baragan, Ulquiorra et par conséquent Alibel sont des Vastelordés, mais ce n'est jamais dit dans le manga, c'est confirmé dans les character books. Certes, c'est énormément sous-entendu, mais l'organisation des Arrancar et les backgrounds propres à chacun sont racontés de manière extrêmement décousue et peuvent facilement perdre. Moi-même, j'ai cru qu'il y avait plusieurs incohérences dans l'univers avant que je vérifie ce qui a été dit sur chacun des personnages dans les guides. Et encore, il y en a quelques-unes auxquelles je n'ai pas trouvé de justification. Par exemple, Dordoni, un Privaron Espada, un Espada déchu, dit qu'il savait qu'à l'arrivée d'Aizen, d'autres Espadas prendraient sa place. Cependant, si on suit cette logique, sachant qu'il y a au moins 3 Privaron Espada, si d'autres voulaient garder leur titre malgré les nouveaux arrivants au retour d'Aizen, ils devaient se trouver au moins dans le top 7, car ils sont plus puissants que les 3 Espadas déchus. Mais Neutra, qui faisait partie des Espadas il y a de cela plusieurs années, était numéro 8. Il y en a peut-être qui sont morts entre temps. Mais du coup pour Zayel qui n'était même pas Espada à cette époque et qui est aujourd'hui 8ème, les 3 Privaron devaient être plus faibles que lui. Mais Aizen lui a peut-être accordé une place parce que c'est un scientifique qui a pu améliorer sa puissance avec le temps. Je sais que j'ai dit quand je parlais de l'arc précédent que quand Kubo gardait des flous c'était tant bien, car cela montrait que son univers et ses personnages étaient plus vastes que ce que nous voyons. Mais il le faisait sans jamais perdre le lecteur, car c'était raconté de manière plus cohérente sans que l'histoire d'un personnage ne casse celle d'un autre. Vu comment il était facile de s'embrouiller dans cet arc, des informations supplémentaires qui nous auraient empêché de trop nous interroger n'auraient pas été de refus. Cet arc est donc mauvais? Sur le fond il ne démarre pas très bien, mais pour le savoir, parlons de son déroulement. Après l'arrivée des soldats de Soul Society, on va avoir plusieurs affrontements assez cool. Je repense principalement au combat d'Ikkaku qui, même s'il est loin d'être un combat très intellectuel, était très bien mis en scène avec une bonne conclusion. De plus, des éléments comme la privatisation d'une partie des pouvoirs des capitaines et vice-capitaines qui étaient mentionnés un arc plus tôt ont leur utilité. Et alors que la guerre contre Aizen s'annonçait, le développement d'Ichigo prenait une bonne tournure. Il devait s'interroger sur lui-même pour pouvoir affronter le holo en lui, dans son entraînement avec les Vaisar. Ouais, ça c'est un autre problème. Les Vaisar sont sous-développés. Je ne parle pas de leur utilité, mais des personnages en eux-mêmes. Ok, certains ont quelques traits de personnalité qui vont bien avec leur passé, mais d'autres comme Love ou Rose, à quoi ils servent à part au combat final? Après, l'histoire suit son cours de manière très linéaire. Les Arrancar reviennent pour de nouveaux combats, alors qu'Orihime, qui prend une place plus importante, se fait enlever. Vous deviez vous en douter que j'allais en parler. Orihime a plusieurs problèmes. Mais au risque de vous étonner, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'Orihime est l'une des plus mauvaises héroïnes de shonen, et je ne la prends que rarement comme exemple si j'ai envie de taper sur ce genre de personnage. Parce que malgré tout, Orihime a un développement que je trouve cohérent. Le problème c'est que ce développement, c'est celui de la demoiselle en détresse qui essaie de devenir plus forte. Et ce n'est pas une bonne chose. Orihime est clairement montré comme un personnage principal, ainsi que le love interest d'Ichigo. Au début du manga, même si elle était assez cruche, elle se battait, elle essayait vraiment d'avoir un rôle important. C'est son beau côté qui lui a permis de rallier la 11e division dans leur combat pour sauver Rukia. Mais même si on veut qu'un personnage féminin soit douce de nature, il faut lui ajouter quelques traits de personnalité supplémentaires. Tout le reste de l'arc, Orihime se résume à pleurer en attendant qu'on vienne la sauver, et à faire monter le drama sur sa personne. Autant je suis prêt à dire que c'est bien fait au moment où elle fait ses adieux à Ichigo, même si elle pleure encore, parce que c'est la première fois dans le manga où ses sentiments sont véritablement appuyés. Autant après, même si elle complète le personnage d'Ulquiorra, on la trouve juste insupportable. Et la seule conclusion du personnage, c'est « Aie confiance en tes amis et attends que le garçon que tu aimes vienne te sauver ». Je ne peux pas cautionner ce genre de message, ce qui me tue d'autant plus qu'il y a plusieurs très bons personnages féminins dans Bleach.
Vous voulez une preuve? Parlons de celle qui aurait pu mériter le titre d'héroïne dans un autre manga, Rangiku Matsumoto. Les plus pauvres pourraient penser qu'elle se résume à son tour de poitrine, mais elle est bien plus intéressante que ça. En effet, Matsumoto est une femme qui a de nombreux avantages physiques, et elle en a pleinement conscience. C'est pour ça qu'elle profite des a priori qu'on pourrait se faire sur elle derrière une face à première vue innocente. Cependant, elle ne se laisse jamais faire pour autant, et sait contenir ceux qui pourraient en profiter. Elle a un recul sur toutes les situations, bien qu'elle puisse se laisser emporter. Une fois au calme, elle sait poser les mots justes. Ainsi, elle peut jouer le rôle d'une grande sœur, comme elle le fera avec Orihime, et comme elle a pu le faire avec Itsugaya au moment de leur rencontre. L'opposition avec le caractère d'Itsugaya qui a toujours rendu leur relation crédible, car complémentaire. Et plus que tout, elle se bat. Même si elle n'est pas très forte, elle est toujours montrée en train de combattre et ne force jamais les scènes où elle s'apitoie. C'est pour ça que la seule scène où elle pleure marche autant. Alors qu'elle aurait pu faire un discours tire-larme auprès de l'homme qu'elle aime et qui l'a trahi quand elle se retrouve face à lui, c'est après avoir échoué une dernière fois alors qu'elle a toujours lutté en comprenant la vérité à son sujet, qu'elle s'autorise à craquer. Conclusion, un personnage féminin qui sait profiter de sa condition, qui, même si elle souffre, ne s'apitoie pas sur son sort de manière insupportable, utilisant son expérience comme un soutien sans pour autant être parfaite, et qui ne pleure qu'au moment où toutes ses barrières sont brisées, mais qui est toujours prête à se relever. Un excellent personnage, je disais, qui amène à une meilleure conclusion pour les lectrices. Et je viens de me rendre compte que c'est l'évolution qu'aurait dû avoir Sakura vis-à-vis de Sasuke. Et l'autre gros problème d'Orihime, ses pouvoirs. Orihime a le pouvoir de tout soigner. Tant qu'elle est là, il ne peut pas y avoir de tension quant à la perte pour un personnage ou à l'idée d'affronter de nouveaux ennemis après un combat épuisant. C'est pas un Deus Ex Machina sur pattes, mais on s'en rapproche. C'est donc à ce moment qu'Ishigo, accompagné des autres personnages principaux, partent pour le Wekomoto pour sauver Orihime. Partir avec un petit groupe dans une nouvelle dimension pour sauver une fille? Le premier arc se répète, et pas seulement au niveau de la construction, on retrouve des personnages assez similaires dans les deux arcs. Et tiens, au niveau des personnages, ça donne quoi? Grimmjow est une sorte de mélange entre Renji et Zaraki qui apporte quand même quelques bonnes idées. Ulquiorra aussi est intéressant à sa manière, mais on se penchera plus en détail sur leur cas. Nell se rapproche de Yoroichi, Don Dashaka et Pesh sont des comic relief insupportables qui, comme Ishin, ne laissent pas assez de pistes pour que la révélation à propos de leur passé puisse fonctionner. Neutra a bien trouvé son combat contre Zaraki, Zayel est attendu au même titre que Kurotsushi. Zomari et Alibel n'ont rien. Vraiment rien, à part le fait que Zomari semble proche d'Aaroniero, on n'en sait pas plus sur eux. Bizarrement, il n'y a ça que pour les personnages noirs. Autant raciste, oh... Non, il y a Tozen. Excuse. Aaroniero d'ailleurs, avoir un Jalion parmi les espadas c'est une bonne idée, cependant je ne vois pas de vrai intérêt à ressortir Kaien Shiba. Mais le combat était pas mal, donc je pardonne. Baragan. On ne met vraiment pas assez en avant sa Endaizen. Stark est charismatique sans pour autant avoir de développement profond, et Yami, c'est une victime. Le problème avec tous ces personnages, c'est que Kubo était limité par le temps, et n'a pas pu les introduire aussi bien qu'avec l'arc Soul Society, ce qui est compréhensible au vu de la construction des deux arcs, mais pas forcément pardonnable. Du côté des autres personnages méchants, à l'exception d'Aizen parce que lui on en parlera à la fin, il y a Tozen qui réussit, ses motivations sont bien mises en avant et sont vraiment exploitées dans son combat contre Izagi et Seijin, qui eux aussi ont chacun leur conclusion, et Ishimaru qui, même si j'avais vu venir le retournement de situation finale, a une mort pleine de sens et très bien mise en scène. D'ailleurs je tiens à souligner le dessin de Kubo dans les regards tout au long de cet arc. Il arrive à faire transmettre des émotions puissantes en un coup de crayon, ne serait-ce qu'avec Ishimaru lors des derniers chapitres qui dévoilent l'entièreté du personnage, ou pour montrer le doute constant qui règne en Ichigo jusqu'au moment où il trouve confiance. Après le déroulement de cet arc est bien trop basique. Une fois dans le Wekomondo, les personnages ne font qu'avancer jusqu'à sauver Orihime, pas de vraie prise de risque, même pas pour l'arrivée des capitaines. Du côté de la guerre de Karakura entre Soul Society et Aizen, c'est la même, on a juste un enchaînement de combats. C'est vrai qu'un scénario simple n'est pas forcément un mal, mais il faut qu'il y ait des bons points au milieu de tout ça. Et il y a des bons points. Je l'avoue, je n'aime pas taper sur cet arc. Parce que plus jeune, même si j'arrivais à avoir quelques problèmes, je l'avais adoré. Non sans raison. La première des qualités à mentionner, c'est les combats. Ils sont géniaux. Les pouvoirs des espadas sont inventifs sans pour autant être invincibles. On a d'un côté des combats bien bourrins dans la démesure, comme celui d'Ishigo contre Grimmjow, ou de Zaraki contre Neutra, comme d'autres plus stratégiques, comme celui contre Baragan, ou surtout celui de Kurotsushi contre Zayel. La plupart ont même un déroulement plus recherché que dans les premiers arcs. Je sais pas si je l'aurais vu venir la transformation de Nell si je m'étais pas fait spoiler à l'époque. De plus, les messages que renvoient certains de ces affrontements sont assez bons à entendre. L'un des meilleurs selon moi est celui de Mayuri Kurotsushi contre Zayel Aporo-Grant. Oui, ce sont tous les deux des personnages de scientifiques fous, mais ils s'opposent dans une idée. L'un est confiant en ce qu'il a créé et utilise toutes ses ressources, l'autre se retient en étudiant les capacités de son adversaire. Au dernier retournement de situation de Zayel, croyant avoir vaincu son adversaire sur le plan scientifique, ce qui lui a permis d'atteindre la perfection,
Kurotsuchi révèle un habile tour de manche pour le vaincre et briser sa vision du monde. Noyé dans son idée de la science, n'anticipant pas une technique fourbe de son adversaire, Zahel se retrouve prisonnier d'une expérience d'un homme qui ne se satisfait jamais de ce qu'il a. Il peut alors affirmer la morale de ce combat. La perfection doit être la plus grande crainte du créateur, car si elle existait, la création n'aurait plus d'intérêt. Je trouve le message un peu facile, même pour un jeune public. Bah, il semble pas avoir été assimilé par certains fans d'Evangelion de plus de 20 ans qui pensent que c'est un animé parfait qu'aucun autre ne pourra jamais égaler. Tacler des fanboys un peu stupides, ok. D'ailleurs, c'est un autre point que je trouve bon dans cet arc. On a énormément de personnages, tous différents, et chacun lors d'un de ses combats peut appuyer sa vision du monde, de la guerre, des conflits en général. Même si c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ces visions s'entrechoquer un peu plus, le fait de n'apporter aucune finalité sur l'ensemble des affrontements est une bonne chose, et permet au lecteur de choisir le point de vue qui lui correspond le mieux. Les batailles ne sont que des espoirs, la pitié, le respect, tout ça est inutile. Tu dois avoir peur de l'arme que tu portes, si ce n'est pas le cas, tu n'es pas digne de pouvoir l'utiliser. Quitte à mourir, garde toujours la face devant les autres, si pour gagner tu dois perdre leur respect, autant mourir. Je me fiche que d'autres puissent avoir une vision du monde différente de la mienne. Si quelqu'un doit s'en prendre à ce que j'ai, même si c'est pour son bien, je m'autorise à l'abattre sans poser aucune question. C'est pas toujours des messages très positifs, mais ça rappelle ce que je disais sur les adultes que représente Soul Society. Ils ont des mentalités froides sur lesquelles ils ne sont pas tous d'accord, et même face à un noble adversaire, ils se refusent à démordre de leur philosophie. Vous voyez, ça se retrouve encore. Ichigo aussi renverra quelques messages bien plus naïfs à la fin de ses affrontements, par exemple avec sa victoire contre le Kyura, qui nous est montré comme un échec, comme un regret, comme une réalité qu'il continuera à regretter, car la conclusion ne s'est pas faite selon ses règles. D'ailleurs, revenons enfin sur les 3 véritables adversaires d'Ichigo dans cet arc, Grimmjow, Ulquiorra et Aizen. Grimmjow va en quelque sorte prendre la place de Renji dans cet arc, mais il est bien plus semblable à un Vegeta. Ennemi tuant tous ceux qui traînent sur son chemin, dirigeant un groupe qui le qualifie de roi, il va trouver en Ichigo un être capable de lui tenir tête, un adversaire à abattre, l'homme à qui il voudra prouver sa supériorité. À chacune de leurs rencontres, Ichigo va marquer Grimmjow. À la première, il le blesse grâce à son Bankai. Ichigo deviendra alors quelqu'un aux yeux de Grimmjow qui refusera de se faire soigner sa blessure. La deuxième fois, alors que Grimmjow avait diminué en puissance à cause de la perte de son bras, Ichigo lui montre un nouveau palier de sa force, la holomorphose. Grimmjow prend alors conscience qu'Ichigo progresse à une vitesse affolante. Son arrivée dans le Wekomondo est la goutte de trop pour Grimmjow, il veut en finir avec lui dans un combat d'égal à égal pour prouver sa force. Grimmjow sera un moyen de nous montrer l'évolution de la puissance d'Ichigo, qui grandissait à mesure qu'il arrivait à contrôler le holo en lui. Mais Grimmjow n'était pas stupide pour autant, sa quête de puissance était due à sa condition. Il représente le mieux les Arrancars qui avaient peur de perdre leur pouvoir, car s'il s'arrêtait de dévorer des holos, donc de combattre, il aurait tout perdu. Pouvoir prouver sa supériorité, c'est tout ce qui lui reste. Malgré tout, je trouve dommage qu'en appuyant sur sa position de roi, on n'ait eu aucune opposition avec Baragan par exemple, qui était roi du Wekomondo. Pour le cas d'Ulquiorra, c'est avec Orihime qu'il se complète. Ulquiorra ne ressent rien, le concept même d'émotion lui est compréhensible, mais sans intérêt car sans logique. Cependant, tout au long de ses entretiens avec Orihime, il finira par révéler des facettes qui lui étaient inconnues avant son arrancarisation. De la colère quand elle se refusera d'accepter ce qui pour lui sont des évidences. De la surprise quand elle permettra à Ichigo de se relever, qui s'accentuera quand il guérira. Il trouvera un début d'honneur en rendant son sabre à Ichigo pour terminer leur combat. Et enfin, il comprendra réellement quand Orihime lui dira ne pas avoir peur de lui, alors que selon toute logique, elle aurait dû. Vous voyez, son côté pleurnicheuse n'a pas que des mauvais côtés. Enfin, terminons avec cet arc, en parlant d'Aizen. Aizen a tout du boss final, il est intelligent, sadique, cruel, puissant, manipulateur, ayant toujours plusieurs coups d'avance. La révélation à son sujet à l'arc précédent était un beau tour de force. Il avait un plan bien fichu et s'est révélé au climax, mais au final, c'est ce qui lui a été reproché. Aizen n'est jamais surpris, il sait toujours tout ce qui va arriver, au point que ça en devienne ridicule. Qu'il finisse par avouer qu'il connaissait Ichigo depuis sa naissance et qu'il a organisé tout ce qui lui est arrivé par avance a été la goutte de trop pour certains. Mais de mon côté, j'ai du mal à me dire que c'est pour un mal, parce que j'ai l'impression qu'Aizen est un personnage plus subtil qu'il en a l'air. Tout à l'heure, je vous disais en parlant de Matsumoto qu'elle était consciente de sa condition et qu'elle savait en jouer. Je me suis alors dit que ça pouvait être la même chose pour Aizen. Si Aizen savait qu'on le voyait comme le grand ennemi, la cible à abattre, celui dont on ne sait pas quand il a commencé à nous manipuler, ce qui est montré dans son combat contre les capitaines, il peut utiliser cette crainte qu'il inspire pour prétendre être plus ingénieux qu'en réalité. Il sait qu'il y a des personnes qu'il pourra intimider jusqu'au bout sans problème, ce qu'il dit lui-même à propos de Renji, Inamori et Kira. Maintenant, essayons de relier l'affrontement Ichigo contre Aizen avec la thématique Ichigo enfant, Soul Society adulte. Aizen est un adulte plus imposant que les autres, qui a su défaire tous ceux en qui Ichigo avait confiance. Ichigo n'ayant plus de repères, Aizen essaye de le briser psychologiquement en lui faisant croire que tout ce en quoi il a cru jusqu'à maintenant est faux. Ichigo, sans aucun soutien et écrasé par ses révélations, ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux.
C'est alors que la seule figure adulte en qui il a toujours pu avoir confiance se montre, son père. Il prend alors conscience qu'il est un enfant, et que tant que ce sera le cas, on lui cachera des choses. Alors il ne souhaite plus de faux semblants, il attendra de devenir lui-même adulte pour découvrir tout ce qu'on ne peut pas encore lui révéler. C'est pour ça qu'il décide de ne poser aucune question et d'attendre. Attendre le moment où son père jugera qu'il est bon pour lui de tout apprendre. Cependant, Ichigo va quand même devoir prendre une dernière décision, une décision qui pourrait le séparer à jamais de toutes ses révélations, de tout ce qu'il est devenu, celle de perdre ses pouvoirs pour arrêter Aizen. Une fois prise, il ne doute plus, il combat Aizen, il ne l'écoute plus, ses manipulations ne peuvent plus marcher. C'est ainsi qu'il arrive à le vaincre et que cet arc se conclut. Bon, cette partie du manga est bien garnie et n'a pas fait débat sans raison. On va d'abord revenir sur la remarque qui a le plus été faite, le manga devait se terminer à cet affrontement final. Qu'importe la suite, la majorité des fans ont toujours affirmé que ce combat est la vraie conclusion de Bleach. Oui, c'est évident, tout a été mis en place pour que le manga s'achève à ce moment. Les personnages qui ont trouvé leur conclusion, donc qui n'avaient plus besoin d'une nouvelle évolution, le fait qu'aucune véritable nouvelle piste ait été lancée pour qu'une suite cohérente puisse voir le jour. Et surtout, la résolution finale d'Ichigo de tout perdre. C'était même sous-entendu dans les poèmes en début de tome qui sont là dans le but de mieux comprendre les personnages. L'un des poèmes correspondant à Ichigo disait « Car personne d'autre n'a le pouvoir de changer mon univers ». De plus, comme a pu me le faire remarquer l'un de mes collègues vidéastes, le fait d'ouvrir le manga sur un papillon et de le conclure par un combat contre un adversaire qui devient lui-même un papillon, montrait que Kubo fermait la boucle. Si j'insiste autant là-dessus, c'est pour que vous compreniez que le manga a sa première vraie fin et que la suite n'était pas voulue. Même si Kubo ne l'a jamais dit, c'est plus qu'une évidence. Cependant, même si on s'était arrêté ici, des critiques revenaient souvent. Le final est bâclé, il y a des zones d'ombre concernant des personnages, genre ils deviennent quoi, Yami et Grimjo. Et les Bankai, il y en a plein qu'on n'a pas vu. On nous parle de celui de Shinsui pendant la bataille, mais il ne l'utilise même pas. Je ne rejoins pas ces critiques, car même si on a bien une impression de vite fait, je pense que certaines questions se devaient de rester sans réponse. Je le répète, Bleach, c'est l'histoire d'Ichigo dans un univers bien plus vaste, un univers dont on n'aura jamais tous les aboutissements. Ne pas savoir ce que devient Grimjo ou ne pas voir tous les Bankai ne gênait pas du tout, car l'intérêt n'était pas là. Grimjo a trouvé son utilité auprès d'Ichigo, son histoire n'est plus utile. Ichigo a accepté de ne pas découvrir son passé, révéler les origines des pouvoirs d'Ishin était sans intérêt. Les Bankai c'est pareil, à quoi ça aurait servi de montrer les Bankai juste pour montrer les Bankai? Je vois souvent des critiques contre des mangas et des animés disant qu'on a un manque de développement pour ci ou pour ça. Mais la vraie question à se poser avant d'affirmer que c'est un défaut est, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être développé? Il y a par exemple des lecteurs qui se sont posé des questions concernant le personnage d'Ururu, qui est empli de questions. Et quand on a demandé à Kubo si on finirait par découvrir qui elle est, il a répondu que non, car il n'y aurait aucun intérêt. Il a pleinement conscience de cette notion. Avec cette fin, je trouve que Bleach reste fidèle à ce qu'il a toujours été, en développant des idées qui étaient présentes dès les premiers chapitres. Donc on peut dire que cet arc est une réussite? Non. Vouloir poursuivre une logique que l'on s'est imposée nous-mêmes au début d'une histoire, c'est une chose. Arriver à le faire en est une autre. Quoi qu'on en dise, cet arc a plusieurs défauts, et n'a pas pris de risques assez grands pour pouvoir les compenser. Je n'en ai pas parlé, mais cet arc a souvent forcé dans la démesure, ce qui finissait par décrédibiliser le tout à la fin. Un dernier retournement de situation avec Urahara, c'est bon, stop! L'autre vrai problème, c'est que Kubo ne va pas assez loin dans les conséquences que devrait avoir un tel arc. Je vous rappelle que tout ce qui nous est raconté depuis le retour de Soul Society, c'est une guerre. Une guerre violente qui s'est faite progressivement avec éclaireurs, infiltration, division des troupes. Mais malgré cette guerre, il n'y a jamais eu de mort du côté des héros. Cela tue tout l'intérêt de ce genre d'histoire. Le problème du manga à ce niveau est notamment dû à Orihime et à ses pouvoirs. Quand on découvre ses réelles capacités, on ne peut plus s'inquiéter pour la vie des personnages, on sait qu'ils seront toujours sauvés. Quand les capitaines se sont organisés pour asséner un coup mortel à Aizen, mais que c'est Inamori qui s'est finalement pris le coup, ma réaction n'a pas été « Oh non, ils ont tué Inamori !» mais « Oh, Aizen a réussi à s'échapper !» Parce que je savais qu'elle ne craignait rien. Et c'est fou de n'avoir aucune crainte face à un méchant aussi charismatique qu'Aizen, ça décrédibilise en grande partie le personnage. Mais il y a un autre problème qui revient dans cet arc, un problème qui pourtant partait comme une qualité au début du manga, l'objectif d'Ichigo. Ichigo, excepté combattre pour ses amis, n'a absolument aucun objectif. Et si vous me dites que son objectif c'est de vaincre Aizen, je vous répondrai seulement Aizen n'est pas l'ennemi d'Ichigo. Aizen est l'ennemi de Soul Society. Ça change rien. Bien sûr que ça change quelque chose. Si Aizen n'avait pas envoyé ses troupes combattre, s'il n'avait pas capturé Orihime, s'il n'avait pas menacé Karakura, est-ce qu'Ichigo aurait eu de vraies raisons de le combattre? Oui, parce qu'il est allié à Soul Society. Voilà,
Ichigo n'est pas son ennemi. Ichigo est un soldat aux ordres du groupe ennemi à Aizen. De son côté, il ne veut rien. Si on voulait nous faire croire que tuer Aizen serait l'accomplissement d'Ichigo, il aurait fallu nous montrer qu'il était directement concerné et impliqué. Un manga qui a très bien su faire ça, c'est Jojo Bizarre Adventure dans ses parties 1 et 3, où pour continuer à vivre sans souci, Jonathan et Jotaro doivent tuer Dio qui pourrait anéantir le monde. Ils sont d'autant plus concernés qu'ils font partie des seuls humains qui peuvent le vaincre, ce qui rend cette quête cohérente. Je trouve ça dommage, si seulement Ichigo s'était trouvé un objectif au fil du temps qui lui aurait donné envie d'avancer, la plus grosse faute de l'arc aurait pu être soignée. Au final, Bleach à ce niveau n'est ni bon ni mauvais. Je trouve quand même le manga correct jusqu'à ce moment, mais il est loin de ce que l'on a connu avec l'arc précédent. Il est donc temps de nous attaquer à ce que certains appellent la suite de trop, les 2 derniers arcs. À commencer par celui où Ichigo va retrouver ses pouvoirs, l'arc Fullbringer. Il est totalement foiré. Résumé, Ichigo qui a perdu ses pouvoirs va rencontrer Ginjo et les Fullbringers, des humains ayant des pouvoirs du même type que ceux de Chad, appelés Fullbring. Alors que Tsukushima, un Fullbringer ayant quitté ce groupe, s'en prend au protagoniste, Ichigo essaye d'apprendre à maîtriser le Fullbring pour pouvoir récupérer ses pouvoirs de Shinigami et débarrasser le groupe des leurs. Au début, bien que l'arc faisait forcer, il n'était pas horrible pour autant, mais il n'avait qu'une seule finalité, rendre à Ichigo ses pouvoirs. Et une fois arrivé, on se rend compte que cet arc pue depuis le départ. Déjà, Tsukushima passe pour le méchant de cet arc et arrive à monter tous ses amis contre Ichigo. Qu'il l'attaque sans même essayer de le comprendre, même Orihime qui est amoureuse de lui. Et il arrive à avouer ses pouvoirs à Ichigo quand elle et Chad sont à proximité sans qu'ils ne comprennent la situation. Mais c'est pas le pire. Hormis le fait que certains pouvoirs deviennent bien trop puissants au random, le pouvoir de manipuler le passé quand même, c'est la révélation concernant Ginjo qui détruit l'arc. Il est le premier Shinigami remplaçant, et il voulait redonner ses pouvoirs à Ichigo pour lui voler et... se venger de Soul Society? Lui et Steve Fullbringer? À partir de là, plusieurs questions se posent. Pourquoi n'en a-t-on jamais entendu parler avant? Pourquoi les Shinigami ne sont pas intervenus? Si Ginjo était à Karakura à l'époque du combat contre Aizen, c'est d'autant plus bizarre. Pourquoi Ginjo a-t-il attendu autant de temps pour contacter Ichigo? Et surtout, pourquoi son plan est aussi inutilement compliqué? Il bute Oryu sans utiliser les pouvoirs de Tsukushima qui auraient été utiles, il se fait oublier son propre passé pour entraîner Ichigo sans qu'il le suspecte, dans l'espoir que Tsukushima le transperce au bon moment avant qu'Ichigo n'arrive à le tuer. Nouvelle faute quand Ginjo, qui ne connaît plus son plan initial, empêche Tsukushima de briser psychologiquement Ichigo. De plus, on le voit rencontrer Tsukushima alors qu'il était encore enfant, donc ça fait combien de temps qu'il a obtenu son poste? Comment a-t-il perdu ses pouvoirs? Pourquoi les Shinigami ne sont pas partis à sa recherche? Ça reste qu'un humain. Trop de questions logiques sans réponse. Mais le pire du pire avec cet arc, c'est qu'il est inutile. Son seul but est de nous raconter comment Ichigo récupère ses pouvoirs. Et il les récupère en se faisant transpercer par un Zanpakuto. Oh, mais il est plus puissant que les autres, il y a l'énergie de tous les capitaines à l'intérieur. Non, ce n'est pas suffisant pour récupérer l'intégralité de son énergie spirituelle quand on nous dit à l'arc précédent qu'il perdra ses pouvoirs à jamais. Même les batailles, et je ne parle que de celle de Byakuya contre Tsukushima, n'arrivent pas à sauver le tout. Ça se finit avec un combat Ichigo contre Ginjo, Ginjo dit qu'il a des pouvoirs de holo en lui alors que c'est le concept des Visor, et Riruka qui change d'attitude à la fin pour sauver Ichigo sans raison. Le problème de cet arc, c'est qu'il a été imposé à Kubo. Lui qui savait comment conclure son manga a dû improviser quelque chose pour rendre ses pouvoirs à Ichigo, mais n'ayant pas eu le temps de travailler le scénario, ça a juste donné un résultat digne d'un brouillon que tu aurais pu écrire un peu torché. Cependant, Kubo n'était pas démotivé pour autant, et à l'arrivée du dernier arc, il a pris plusieurs semaines de pause pour réfléchir à sa construction, aux aboutissements qu'il voulait offrir à son manga. Et alors que beaucoup de fans avaient perdu tout intérêt pour Bleach, un regain d'intérêt a commencé à se créer pour l'ultime arc, l'arc Quincy. On va faire simple, les Quincy, dirigés par Iwak, leur roi que Yamamoto n'a pas tué lors de la première guerre entre les Quincy et les Shinigami, viennent annoncer qu'ils vont détruire Soul Society à la première division et à Ichigo. Oui, ça sort de nulle part comme ça. Pour cet arc, je n'ai pas envie de faire la liste de tous les défauts, et pourtant, il y en a. Mais j'aimerais plutôt poser une question. Pourquoi des fans de Bleach qui pensaient qu'Aizen était une bonne conclusion et qui détestaient l'arc Fullbringer ont commencé à défendre cette partie? Pourquoi, même si la popularité de Bleach faiblissait, une petite fanbase est allée au bout de celui-ci? Eh bien, en répondant à toutes ces questions, on va pouvoir conclure sur le manga. Premier point, cet arc arrivait à être surprenant. Au lieu de se complaire dans ce qu'il avait, Kubo a pris des risques qu'il n'avait jamais pris avant, à commencer par tuer plusieurs de ses personnages. Alors que le manque de mort était l'un des points que je reprochais à l'arc Aizen, là on nous met directement dans l'ambiance. Cet affrontement sera l'ultime guerre pour Soul Society, après cela, plus rien ne sera comme avant. C'est ce que témoigne la mort de Genryusai.
Ensuite, il a repris des éléments des arcs précédents qu'il avait laissés dans le flou pour essayer de leur donner un nouveau développement. Hop, retour au Way Commando, Grimmjow et Nellfaller Comeback. Hop, on te sort les Bankai. Hop, on t'apprend le passé de plusieurs personnages dont nous n'avions que des sous-entendus, comme Unohana ou Masaki. Enfin, il a essayé de pousser encore plus loin des acquis du manga pour remettre en question tout ce que nous avions lu jusque-là. Je dois vous avouer que moi-même, j'avais retrouvé mon entrain pour le manga au début de cet arc, et je voulais connaître la suite. Pas que ça rendait Bleach meilleur, mais ça avait au moins le don de divertir celui qui avait adoré la lecture des premiers arcs. Je dois l'admettre, je comprends pourquoi certains l'ont défendu. Mais, toutes les bonnes idées n'ont finalement conduit qu'à plus de mal. Première erreur, les Quincy sont les personnages les moins développés de tout le manga. Sur les 26, on compte sur les doigts d'une main ceux qui ont ne serait-ce qu'un trait de personnalité. Le problème vient de leur introduction. À chaque fois que Kubo voulait tourner l'histoire dans un sens, mettre à mal un personnage, en tuer un autre, il inventait un nouveau Quincy avec le pouvoir adéquat. Les personnages des Quincy ne sont que des facilités pour orienter le manga là où Kubo voulait aller, en plus d'avoir des pouvoirs beaucoup trop exagérés. Ce que j'appréciais avec les Arrancars, c'est que, malgré leur puissance, ils n'étaient pas invincibles. On pouvait concevoir que Soul Society puisse les vaincre. Les Quincy ont une puissance ridiculement élevée, à commencer par Iwak, le pouvoir de changer le futur, de transmettre ses pouvoirs à tout le monde. Même si la technique pour l'achever était astucieuse avec de grosses guillemets, créer des adversaires toujours plus puissants ne peut aboutir qu'à un mal. Je pense que la source même du problème était que Kubo ne croyait pas en ses Quincy, étant donné que tout au long du manga, il nous a, à de nombreuses occasions, prouvé une chose. Kubo aime ses personnages. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'a pas osé les tuer à l'arc Arrancar. Il aime ses personnages? Oui? Vous croyez qu'il y a que les fans qui peuvent aimer des personnages? Bien sûr que non. Les Shinigami, les Arrancars, il a toujours essayé de leur donner des moments de gloire. Il leur a à tous permis de briller, d'affirmer qui ils sont même si ce n'était pas utile. Il a essayé de les rendre sympathiques ou de pousser leur vice à un extrême qui finissait par les rendre attachants. Kubo aime véritablement ses personnages, et c'est pour ça que la majorité des morts que l'on a eu jusqu'à l'arc Aizen étaient toujours remplis d'une certaine émotion, d'une mélancolie. Cependant, même si on retrouvait cette passion au début de l'arc quand il a introduit ce nazi de Killj, Point Godwin, ok. ou dans la mort de Yamamoto, elle s'est vraiment perdue au fur et à mesure que l'arc avançait. C'est pour ça que la mort de Nemu a pu sembler si anecdotique. Autre point qu'il aurait fallu éviter, éclaircir les zones d'ombre qui n'avaient pas d'intérêt à être éclaircies. Ok, c'est cool de savoir qu'Unohana est la première Zaraki, mais comme rien n'a été mis en place avant pour préparer cette révélation, si ce n'est une petite phrase qui n'était pas suffisante, ça ressemble juste à une improvisation. Et tant qu'à parler de ça, les parents d'Ichigo. Le flashback d'Ishin fait perdre tout repère dans l'univers. Un Shinigami qui arrive à avoir des enfants dans un corps artificiel, on ne voit plus la barrière entre Shinigami et humain. L'univers était souvent flou mais se tenait sur ce qu'il nous montrait. Avec ce genre de révélation, il perd sa stabilité, car il brise des barrières que les lecteurs s'étaient fixées. Tant qu'à parler du flashback, on finit par apprendre que Masaki n'a pas été tué par Grand Fisher. À cela, je veux ajouter la révélation Zangetsu n'est pas Zangetsu, il est le pouvoir de Quincy qui sommeillait en Ichigo. Bien qu'elles sont faites pour pousser les réflexions et les dilemmes d'Ichigo encore plus loin, elles ne font que tuer de grands moments d'émotion du manga. À titre de comparaison, c'est comme quand tu t'es rendu compte que Naruto, qui avait comme message « Le destin n'est pas tracé, un raté peut devenir un génie », a été détruit par le fait que Naruto, étant la réincarnation de je ne sais qui, avait son destin tracé depuis le début. L'horreur qu'a pu ressentir Ichigo au moment de faire face à celui qui a tué sa mère, l'émotion de voir Ishin tuer celui qui a pris la vie de sa femme, les larmes qu'a versé Zangetsu quand il a donné à Ichigo un pouvoir qui l'empêcherait de le protéger à jamais. Tout ça devient du vent. Dans ce genre de situation, si tu veux apporter une révélation qui change un acquis que tu croyais avoir, il ne faut pas que ça détruise ce que tu as déjà bâti. Prenons un bon exemple. Dans One Piece, alors que Luffy partait au secours d'Ace, on pensait tous qu'ils étaient frères biologiques, que cette fraternité pousserait Luffy à aller jusqu'au bout pour sauver celui qui était né avant lui. Puis boum, on apprend qu'ils ne sont pas vraiment frères, mais qu'ils ont fait un pacte qui les lie comme des frères. Est-ce que cette révélation remet en doute les sentiments que chacun a pu ressentir jusque-là? Est-ce que le lecteur a été trompé? Non. À côté, tous les éléments dont les fans voulaient un développement ont été décevants. La Division 0 qui n'était là que pour la forme, les Arrancars duquel on aurait pu se passer, les Bankai qui, même s'ils montrent de par leur utilisation que c'est la plus grande guerre qu'a connue Soul Society, n'ont servi à rien. La vidéo est déjà excessivement longue, donc je vais passer sur les problèmes de scénario, mais sachez qu'il y en a beaucoup. 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 La fin ne rattrape rien, il y a des personnages qu'on oublie, les couples qui se sont formés n'ont jamais eu de développement amoureux, à la limite Rukia et Renji un petit peu, mais Orihime et Ichigo, ok du côté d'Orihime, mais rien du côté d'Ichigo. On peut finir par un bon point?
Eh bien, le sous-texte sur Ichigo enfant qui fait face aux adultes que représente Soul Society trouve enfin sa conclusion. Malgré ce que j'ai pu dire sur les 2 derniers arcs, c'est bien la seule chose que Kubo a développée de manière logique jusqu'à la fin. À l'arc Fullbringer, quand Soul Society donne la possibilité à Ichigo de redevenir Shinigami, il découvre qu'il est surveillé depuis le début, car Soul Society ne pouvait pas avoir totalement confiance en quelqu'un d'aussi immature. En affrontant Ginjo, il doit choisir soit d'entrer dans le monde adulte, qui ne sera jamais aussi beau que ce qu'il imaginait, là où la trahison peut surgir de partout, là où il devra arrêter de fuir des réalités du monde, soit de rester cloisonné dans la naïveté de l'enfance, considérant une nouvelle fois Soul Society comme ses ennemis. Une fois cette décision prise, même si le combat n'est pas terminé, les Shinigami partent, car ils reconnaissent enfin Ichigo, et n'ont plus besoin de rester derrière cet enfant. Ils acceptent qu'il puisse devenir leur égal. Quant à Iwak, c'est la suite logique d'Aizen. Plus de manipulation, plus d'entourloupe, Ichigo doit affronter toutes les révélations sur lui-même. Perturbé par celle-ci, il va finalement apprendre la vérité de son père, apprendre toutes les choses qui lui ont été cachées, et par conséquent, confirmer les paroles d'Iwak. Une fois leur discussion terminée, Ichigo décide d'accepter qui il est et d'en démordre avec le roi des Quincy, ne craignant plus ses paroles, car il a enfin compris qui il était. Le seul problème est alors la puissance d'Iwak. Après avoir reçu un ultime soutien des adultes que sont les Shinigami, il est convaincu qu'il peut le vaincre une fois pour toutes, même si son pouvoir semble infaillible. Et il finit par l'achever en combattant aux côtés de celui qui représentait ses craintes quand il était enfant, Aizen. Ichigo est devenu adulte. Mais même si ça se tient sur ce point, ça ne sauve pas le manga pour autant. Du coup, que peut-on conclure de ces 15 années de publication? Eh bien, il y a déjà une chose que je peux affirmer sans problème et qui risque de ne pas faire plaisir à tout le monde. Bleach est devenu un manga culte. Quelle que soit l'évolution qu'a pu suivre le manga au fil des années, le fait que ce soit l'un des mangas les plus connus et les plus vendus au monde, qu'il ait été autant apprécié par ses lecteurs, qu'il ait fait autant débat, qu'il ait été considéré comme l'un des 3 successeurs de Dragon Ball qui lui-même était le manga le plus connu au monde à son époque, tout ça fait de Bleach un manga culte. Mais paradoxalement, il n'aurait sans doute pas dû l'être. Bleach est arrivé au bon moment, un moment où les lecteurs voulaient redécouvrir le shonen, voulaient voir de nouvelles perles faites par de nouveaux auteurs. En cela, il a eu de la chance de commencer sa parution dans ces temps. Parce qu'honnêtement, même si Bleach nous proposait un excellent début, il n'a jamais rien réinventé. Il avait juste de quoi plaire à un public qui voulait du Nikatsu. La première personne à le savoir, c'est Tite Kubo. Il a lui-même avoué qu'il a toujours été surpris par le succès de Bleach. Mais au final, cette popularité est ce qui lui a fait du mal. Entre les éditeurs qui le forçaient à toujours modifier son manga et les fans toujours plus violents avec lui, il a quand même été obligé de supprimer son compte Twitter, il était normal que son histoire batte de l'aile. Il y a eu pas mal de débats sur la fin du manga disant que Shueisha avait forcé Kubo à stopper son manga plus tôt. Ce serait pas étonnant, ils ont bien arrêté Shaman King pendant son arc final sans donner de conclusion. Je ne peux pas l'affirmer de manière concrète, mais le fait que les personnages, les combats, les résolutions aient un arrière-goût de ne pas avoir été terminés, ajouté au fait que le manga tournait en rond à ce moment, ce qui laissait penser que Kubo n'y croyait plus, ce ne serait vraiment pas étonnant. Cependant, je dois lui accorder qu'il a toujours eu de très bonnes idées, mais qu'il a rarement su véritablement exploiter. Et ce problème ne vient pas que des autres, il vient aussi de Kubo, car on peut voir dans son histoire ou dans ses interviews qu'il est assez naïf. Il a de nombreuses fois forcé le côté badass, alors que ce n'était pas utile. Quand Oshiro dit que s'il existait plus de 13 Vastolordés, Soul Society disparaîtrait, et que le chapitre se finit avec Aizen annonçant qu'il y a 20 Arrancars. C'était clairement voulu pour nous effrayer, alors que 2 chapitres plus tard, on apprend qu'en fait ils n'étaient pas tous si puissants. Quand Yami, qu'on croyait être très faible, annonce qu'il est l'Arrancar 0, c'était pour nous vendre un combat à venir encore plus violent et plus difficile que ceux contre les autres Espada. Finalement, le peu qu'on ait eu était ridicule. Kubo n'est pas un génie. Il a quand même été dire en interview que pour lui, les arrière-plans sont inutiles en comparaison de l'action, et que c'est pour ça qu'il les bâclait ou qu'il ne les dessinait pas. Un auteur de bande dessinée ne devrait pas dire ce genre de choses. Au final, tout ça résume bien ce qu'est Bleach, un manga qui n'est pas fantastique en termes d'écriture, qui a néanmoins su proposer de très bonnes choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, mais qui, comme beaucoup de shonen à succès, s'est fait écraser au fil du temps par un auteur qui ne supportait pas ce qu'il représentait face à ses fans et ses éditeurs. Et c'est pour ça que je pense que Bleach est un manga qui vaut le coup d'être lu. Initialement, si je voulais faire cette vidéo, c'était pour attaquer le manga. Moi qui ne l'avais pas lu depuis des années, je pensais qu'il était loin d'être aussi bon que dans mes souvenirs. Que si ça se trouvait, il était juste débile. Pourtant, j'ai adoré ma relecture de ce début d'histoire que je connaissais déjà. J'ai redécouvert des personnages que j'ai aimés, j'ai revécu des émotions fortes que j'avais vécues adolescent. Même si j'ai été capable de voir les défauts du manga, même si j'ai souffert à la fin de ma lecture, je crois que je suis encore fan de Bleach. C'est pour ça que sa fin m'a quand même un peu piqué, bien que j'avais mis ma lecture en pause depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je serais prêt à vous dire d'au moins essayer de lire ce manga si cela n'a jamais été fait. Au moins jusqu'à l'arc Aizen. Sur ce manga Sky extrêmement long prend fin.
Je m'excuse pour la longueur, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire, j'espère que vous l'aurez apprécié quand même. Je vous rassure en vous disant que le prochain devrait être bien plus court, on parlera d'un animé moins connu. D'ailleurs, si vous êtes fan de manga ou d'anime, je vous conseille d'aller voir ces 3 chaînes dont les vidéastes sont apparus dans cette vidéo et qui n'ont vraiment pas assez de vues pour ce qu'ils font. Mais vraiment, allez sur les 3. De mon côté, sachez que les commentaires, les j'aime, les partages, c'est apprécié. Il y a les réseaux sociaux aussi. Merci de votre soutien. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis. Allez, c'était Haru. Salut!